Les commentateurs occidentaux hésitent entre grand bond en avant, électronique, et longue marche cryptique. Disons simplement que la Chine préfère prendre les devants plutôt que d'être à la traîne par rapport aux États-Unis. Bonjour Pascal Ordenau. Bonjour. Pascal Ordenau, vous êtes ancien banquier. Oui. Vous êtes secrétaire général de l'Institut de l'économie. Absolument. Vous venez de publier Crypto Yuan, ne peut pas être plus clair, édition La Route de la Soie. Et vous êtes co-auteur avec Jean-Paul Bedbez, Laurent Bloch, Nathalie Janson, Vincent L'Orphelin et Michel Vol, édition de l'Institut de l'économie, dollar, euro, yuan, bitcoin, diem, crypto, tectonique des monnaies. On va faire un point ensemble sur le crypto yuan. Avec plaisir. Le crypto yuan, vous nous dites, finalement, fondamentalement, c'est une nécessité. Oui, c'est une nécessité pour la Chine. Alors, on va revenir peut-être un petit peu en arrière, parce que le crypto-yuan, c'est peut-être une nécessité pour la Chine, mais c'est une découverte brutale, une espèce de pavé dans la mare qui a débarqué il y a quelque temps et qui a montré à quel point la Chine était très en avance sur un certain nombre de questions aussi structurantes que la question, par exemple, monétaire. Alors, pourquoi c'est un pavé dans la mare? C'est que vous savez qu'on a commencé à parler du crypto-yuan à partir du moment où on a parlé de la Libra. J'allais dire que la Libra s'est effondrée en termes conceptuels en même temps que le crypto-yuan se dévoilait. D'ailleurs, c'est à ce point que M. Marcus, qui est un des animateurs de la Libra, interrogé par le Congrès des États-Unis, qui ne trouvait pas drôle du tout l'apparition de la Libra, a déclaré « mais il faut absolument que vous nous souteniez ». Car dans l'hypothèse inverse, ce sont les Chinois qui vont emporter la mise dans le domaine des crypto-monnaies. Alors, là, effectivement, tout le monde a débarqué, on va dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les Chinois seraient la première nation qui lancerait une crypto-monnaie souveraine. Donc, voilà, le passage, comment dirais-je, sous la lumière du crypto-yuan est arrivé à ce moment-là. Alors évidemment, tout de suite, ça pose la question. Crypto-monnaie souveraine versus crypto-monnaie privée. Ça, c'est la chose sur laquelle on s'interroge très peu encore en ce moment. On est tellement omnibulé par le Bitcoin. On aime tellement voir cette monnaie venue de nulle part faire un peu la nique aux banques traditionnelles et aux investisseurs habituels. Le crypto-yuan fait partie d'une catégorie qu'on va appeler souveraine, les monnaies souveraines, par opposition au Bitcoin. Alors, établissons la comparaison très simplement. Le Bitcoin, c'est anti-banque. C'est, au nom des utilisateurs, le citoyen récupère son droit à la monnaie. Bon, je ne le fais pas plus long, c'est très philosophique, ça renvoie aux théories de Thoreau et d'Emerson, qui sont les libertariens américains. Pour ce qui concerne le crypto-yuan, c'est tout à fait différent. C'est différent parce que c'est une monnaie banque centrale, donc parfaitement contrôlée par le souverain. Le souverain, on l'appellera au lieu de dire l'État chinois, on dira le souverain, c'est-à-dire celui qui exerce le droit de contrôler un certain nombre de secteurs de l'économie, la loi, la justice, l'armée, la diplomatie et la monnaie. Bon. Et celui-là, la crypto-monnaie souveraine, le crypto-yuan, est quelque chose qui, lui, vient directement, on va dire, à l'encontre des crypto-monnaies dites privées. C'est en ce sens que la question d'ailleurs, la Chine les est interdit. intéressante. La Chine les interdit, d'ailleurs, si j'ai bien compris. En tout cas, limite considérablement, parce qu'on craint que la fuite de capitaux, on craint... Alors, c'est là que c'est une nécessité. La Chine réagit vis-à-vis des monnaies cryptées privées sur 3 thèmes. Le premier, qui n'est pas une plaisanterie quand même, malgré ce que l'on peut entendre, c'est la consommation d'énergie. C'est pas la consommation d'énergie, par exemple, du minage du Bitcoin et des autres monnaies est très importante en Chine, mais il faut savoir que 80% de la puissance de minage, c'est-à-dire de contrôle et d'émission des crypto-monnaies privées, est entre les mains de la Chine. Le jour, enfin, c'est le grand trou noir. Si on veut dire qu'il y aura un jour où la Chine se fâcherait, on pourrait imaginer qu'elle décide d'arrêter le minage du Bitcoin. Alors là, effectivement, on aurait de drôles de situations. Mais
premier point, c'est la consommation d'énergie. Le deuxième point, c'est que c'est tellement anonyme, c'est tellement indépendant de la banque centrale que pour une banque chinoise, dans un univers chinois, c'est un peu énervant, et en particulier parce que cela permet à des tas de Chinois d'envoyer leur argent ailleurs qu'en Chine. Ça, c'est la troisième raison. Et puis, le Bitcoin fait partie de ces choses qui, comme d'une certaine façon, on va dire Alipay, sont des choses qui essayent de s'évader de la souveraineté chinoise. Même les Chinois sont sous le coup de cette menace de la part de la Banque de Chine en disant « Attendez, vous n'avez pas le droit de vous échapper de mes contraintes ». Eh bien, c'est la troisième raison pour laquelle, effectivement, le Bitcoin n'est pas aimé du tout des autorités centrales chinoises. Alors, évidemment, un ouvrage à lire absolument pour rentrer dans toutes les questions, mais il y a une question qui taraude tout l'ouvrage, c'est le dollar. Oui. Et puis, j'évoquais tectonique des monnaies, on est bien là sur le grand sujet. Dollar, euro, yuan, parité, etc. etc. Alors, le dollar, alors d'abord, on peut dire que le dollar est vraiment dans les choux en ce moment, dans ce qu'on pourrait qualifier de la course aux e-monnaies. Oui, la Réserve fédérale a annoncé des études. Oui, un certain nombre de grandes banques américaines sont sur la piste d'un e-dollar, mais on en est très, très loin. De même que d'ailleurs, il faut le reconnaître, on n'en est pas tellement plus près quand on parle de la Banque centrale européenne. En fait, les Chinois sont vraiment en tête, et ils sont en tête sur un sujet qui est très important, qui sont les brevets. Mettre en place une e-monnaie, mettre en place un nouveau système, une nouvelle application, un nouveau système informatique, ça se passe quand même avec des dépôts de brevets. Et c'est pas rien un dépôt de brevet. Je ne sais pas si vous vous souvenez du conflit Samsung-Apple. Bien sûr. Ça s'est pas terminé avec 10 patates. Hein, ça s'est terminé avec des milliards de dollars à la clé. Donc les Chinois, eux, sont très en avance. Alors, on va dire que ça peut faire. On n'a qu'à trouver d'autres logiciels, d'autres moyens. Bon, ça veut dire qu'il va falloir passer un peu plus de temps à chercher. Et les Chinois ont donc pris de l'avance dans ce domaine-là. Le crypto-yuan, si vous voulez, apparaît en ce moment, ou est en train de se faire tester en ce moment, totalement en avance sur le dollar. La question du dollar se pose d'une autre façon, et il ne vous a pas échappé que, de plus en plus, on parle de la compétition mondiale. Crypto-yuan, dollar. Et ça, c'est une toute autre question. Une des conclusions de votre ouvrage, c'est que tout va se jouer autour de l'acceptabilité. Et de l'acceptabilité sociale. Oui. Alors, ça paraît une évidence, si vous voulez. On sait que c'est une question fondamentale au niveau des technologies. Hein. Si vous voulez, ça n'a rien à voir avec la technologie. Utiliseriez-vous une monnaie si vous avez le sentiment que son émetteur n'est pas très solide, ce qui fait qu'on pourrait peut-être contester son existence, que sa valorisation ou sa valeur, la valeur qu'elle porte en elle n'est pas solide, et enfin qu'il y a 10 personnes qui l'acceptent sur le million de consommateurs, si vous voulez. C'est l'histoire du Bitcoin. Le Bitcoin n'est pas accepté. Enfin, il est très peu accepté. Ce qui fait que ce n'est pas une monnaie, ce n'est pas un moyen de paiement. Et on va dire que à cette question de l'acceptabilité, les Chinois ont la réponse toute simple en disant « mais c'est nous, la Banque centrale, qui lançons ça, donc s'il vous plaît, je vous demande d'accepter le machin ». C'est pas comme ça que ça se joue. Il y a eu des tests qui ont été relancés par les Chinois il n'y a pas longtemps et qui sont assez amusants dans ce domaine, puisque certains utilisateurs, on a distribué des e-yuan ou des crypto-yuan à la population dans certaines villes. C'est des bonus qui ont été versés à des fonctionnaires et on leur a dit utilisez-les pour payer des achats en ligne, bien entendu, dans n'importe quelle boutique que vous voulez, peu importe. Ils l'ont fait. Et puis on les a testés après. On dit alors, ça s'est bien passé, c'était bien, sympa, on marchait là. Le commentaire était à peu près neutre quand même. Il était oui, ça marche, oui. Mais très franchement, les autres aussi, ils marchent. Donc, ça serait bien qu'il y ait autre chose, quoi.
Donc c'est intéressant, parce que ça veut dire que ce n'est pas parce que l'État lance une e-monnaie que la population se précipite dessus. Il faut autre chose. Et d'ailleurs, la plupart des projets d'e-monnaie sont des projets où on indique qu'on va ajouter autre chose à la monnaie. En d'autres termes, ça remplacera, dans certains cas, le bon vieux billet de banque, mais si ça ne fait que ça, c'est pas la peine. On se plantera. Enfin, pour conclure, un point très important dans votre ouvrage, l'idée qu'il ne faut pas trop espérer que les populations finalement craignent le dragon chinois, etc., parce que finalement on aura abandonné toutes nos données personnelles à l'occasion de la crise sanitaire, et donc ça ne devient plus un avantage compétitif d'être une démocratie. Alors, vous savez que le grand vous savez que le grand thème utilisé par les Américains contre l'IRNBB ou l'I-Yuan, c'est de dire ils vont en définition. C'est une question de définition de ce qu'est un I-Yuan, c'est-à-dire un coin en fait, quelque sorte. Bon, il va être défini comme quelque chose qui contient des informations sur les transactions passées, sur les gens qui ont fait ces transactions passées, des informations sur les biens qui ont été, etc., etc., etc. Résultat, chaque petit machin que vous utiliserez emportera avec lui toute votre vie privée, publique, etc. Bon. Alors, oui, sûrement, c'est possible. Mais au passage, je ne sais pas si vous observez vous-même en train de surfer sur Internet, mais le nombre de fois où vous dites « j'accepte cookie, j'accepte cookie, j'accepte cookie », ça devient sophistiqué. Oui. Vous avez le droit de mettre une petite nuance, c'est-à-dire j'accepte cookie à condition que, etc. Dans la réalité, accepter cookie. Ce qui veut dire que vos données personnelles sont déjà abondamment diffusées à droite et à gauche. Alors, est-ce que le souverain chinois va vraiment utiliser massivement cette technique? C'est pas sûr. Et puis, ça coûterait extrêmement cher en temps de calcul, et c'est pas sûr que ça vaille la peine. En revanche, il y a des cas qui vont devenir très intéressants sur le plan de la pratique monétaire. C'est que on peut imaginer que, à partir des données qui seront installées sur ces coins, en quelque sorte, ces i-yuan ou ces IRNBB, on puisse appliquer des taux d'intérêt différents selon leur durée de détention. Alors ça, c'est amusant parce qu'on peut appliquer des taux d'intérêt qui seront variables selon les populations, variables selon les régions, variables selon, en quelque sorte, l'âge des détenteurs. Pourquoi? Mais tout simplement pour rendre plus efficace, plus capillaire, en quelque sorte, la politique monétaire. Quand vous voulez faire une politique monétaire et relancer la consommation, vous dites, je vais écraser les taux d'intérêt, et puis comme ça, les gens vont foncer. Tandis que là, vous pourrez dire, Monsieur Ordonneau, vous avez 100, écoutez, voilà, si vous ne les utilisez pas dans 3 mois, ça sera plus 100, ça sera 100 moins 10%. Et ainsi de suite. Ça s'appelle la monnaie fondante, et ce rêve des inventeurs des monnaies alternatives pourrait prendre une dimension particulière. Crypto-yuan, tectonique des monnaies, dollar, euro, yuan, bitcoin, diem, crypto. Merci beaucoup Pascal Ordonneau. Merci beaucoup pour votre temps et votre écoute.